et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo lecture. J'espère que vous allez bien. On est lundi 13. Non, 14. Je sais plus. Un des lundis de mars. Qui inaugure une semaine à 1000. Donc cette semaine, ça va être une semaine à 1000. Je suis désolée, je ne me suis pas maquillée parce que j'ai un bouton. J'ai souvent fait ça. Quand c'est le printemps, je bourgeonne. Donc j'ai un bouton qui pousse à l'intérieur de l'œil. Donc je laisse cette partie-là vraiment tranquille, l'histoire que tout se remette tranquillement en place. Et voilà, donc je voulais vous montrer rapidement, parce que j'ai pas trop de temps, j'ai une réunion bientôt et je fais ma pause café avant la réunion. Et donc dans ma semaine à 1000, je vais vous montrer ce que je pense lire. C'est possible, bien entendu, vous savez que je change d'avis. Alors, il faut savoir que je vais avoir un week-end où je vais avoir peu de moments de lecture. Donc, il faut que je mise tout sur ma semaine, je pense. À moins que je puisse lire, on va dire, une centaine de pages ou 150 pages dans le week-end. Mais ça sera pas forcément beaucoup plus, je pense. Puisque j'ai de la famille qui vient à la maison. Et donc, dans ces moments-là, on passe plus de temps en famille qu'à bouquiner. Voilà, donc c'est pas sûr que j'y arrive en fait à cette semaine à 1000, mais c'est pas très grave, on va essayer. J'ai envie de me challenger comme d'habitude. Donc je suis en train de lire Le Secret de l'Épouvanteur, qui est le tome 3 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, que j'ai pris à ma bibliothèque, que je vais rendre mercredi. Alors après, il me reste pas grand chose à lire. J'en suis à la page 214 et franchement ça va très vite. La lecture est vraiment très rapide de cet ouvrage-là. C'est quelque chose que je pensais peut-être finir ce week-end, mais c'est pareil, j'ai eu de la famille ce week-end, donc j'ai pas trop pu. J'aimerais pouvoir... En fait, c'est un peu mon challenge cette semaine, c'est de lire Brothers. Et Brothers, il fait, à lui seul, plus de 1000 pages. Si on compte les notes, hein. Si on compte les notes, parce que c'est quand même des choses qu'on lit, les notes, hein. Je sais pas vous, mais moi, je les lis. Je suis à 1018 pages. Voilà. Donc Brothers, qui est le livre de Ma Palle de l'Enfer de mars et qui est une lecture commune que j'organise sur mon compte, sur mon groupe Facebook. On en est déjà là. On a déjà lu, enfin moi je l'ai pas lu hein, déjà, mais les filles qui ont commencé, elles en sont déjà là. Et moi vous savez que j'aime pas trop lire en fait les livres en plusieurs bouts, j'aime bien les lire d'un coup, donc j'aimerais bien le lire cette semaine. Voilà. Je sais pas trop si j'y arriverai. Mais bon, l'idée c'est que je le commence et que si je peux le finir, tant mieux. Ah oui, j'ai mis ça parce que je l'ai posé sur moi. Mais j'aimerais bien me caler ça. Bon, ça fait pas beaucoup de pages. On est sur un livre jeunesse en fait, qui parle des différents yokai. Donc ces monstres, ces représentations démoniaques en Asie. Donc, et moi, je les connais pas du tout. Et en fait, ce livre a été offert à mes enfants. Je dirais peut-être par ma belle-sœur, Marie, mais je suis pas certaine. Est-ce qu'il y a une petite note? Non. Et donc, c'est de Fleur d'Auger et de Sandrine Thomen. C'est Le Monde étrange des monstres japonais. Et c'est aux éditions Actes Sud Junior. Donc ça, je vais me le caler. Il n'y a pas vraiment de... quoi, il y a 50 pages. Mais j'aimerais bien le lire, mais comme ça, de temps en temps. J'aimerais bien aussi... si j'y arrive, me caler L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. Ça c'est pareil, c'est un petit ouvrage, il fait moins de 100 pages. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Après, si je peux caler quelques graphiques ce week-end parce que j'arrive pas à faire les 1000 pages, on fera ça. Donc je vais vous laisser là, j'ai hâte. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tranquillement la fin de l'Épouvanteur. Comme d'habitude, ça me plaît, ça me tient, ça se lit vraiment très vite, donc c'est très agréable de le voir passer comme ça. Ça me plaît beaucoup. Enfin, c'est pas un coup de cœur en fait, mais c'est très agréable à lire, donc je me laisse aller à la lecture de ce livre jeunesse sans problème. Donc je vais commencer par ça et j'enchaînerai ensuite avec Brothers. Sinon, en lecture audio, je vous l'ai pas dit, mais je pense qu'il faut que je le note. J'ai commencé le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et j'aime énormément. Je dirais que j'en suis presque à la moitié. Il faut que je note, en fait, il faut que je regarde sur ma Kindle, parce que je l'ai aussi sur ma Kindle. Donc, ce qui est bien, c'est parce que ça me permet de surligner, en fait, des passages. Il faut que je regarde combien j'en suis, à quelle page j'en suis sur ma Kindle, pour le noter.
parce que je note, je compte moi les livres audio dans ma semaine à 1000. Donc ça peut m'aider aussi ça, surtout que demain j'ai une journée teinture, donc je vais m'écouter la fin je pense. Donc finalement ça peut bien se passer cette semaine à 1000 je pense. Bon allez, je vais vous laisser là. Et on se retrouve un peu plus tard pour vous parler des lectures quand elles avancent. Hello du mardi après-midi. J'ai fini 2 bouquins. Enfin, j'ai fini L'Épouvanteur, le tome 3 de Joseph Delaney. Alors pour être honnête, j'ai eu du mal à rentrer dans ce tome-là parce que j'ai trouvé que c'était pas forcément très intéressant, tout le début. Mais j'ai beaucoup aimé la seconde, à partir de la seconde moitié. Bien que ce soit vraiment très très jeunesse quoi, je me demande si j'éprouve pas un peu le côté trop jeune de l'histoire. Mais franchement, je pense que voilà, pour les enfants, je trouve ça super. Il y a des moments où c'est vraiment cradoc quoi. Il y a des moments où il est question de sorcières, beaucoup dans celui-ci. De sorcières Lamia, de sorcières plus ou moins dangereuses en fait. Alors on a le personnage d'Alice qui est l'amie de Thomas qui doit avoir 13 ans hein, je dirais. Et Alice a à peu près le même âge, elle est sorcière et l'épouvanteur se méfie beaucoup d'elle. Et Tom, lui, on sent qu'il y a vraiment un amour qui est en train de naître entre les deux. Ils s'épaulent beaucoup tous les deux et elle est extrêmement intelligente. Et elle a toujours un rôle très intéressant dans les 3 livres que j'ai pu lire. C'était vraiment toujours un personnage, justement, on ne sait pas trop quoi en penser, même nous, lecteurs. Et finalement, on se dit, ouais, elle est quand même... Jusqu'au bout, on se dit, non, il devrait pas lui faire confiance, il devrait pas lui faire confiance. Et puis finalement, bon, je vous laisse découvrir, mais c'est quand même un personnage intéressant, je dirais, voire même le plus intéressant. Sinon, je dirais que quasiment toutes les femmes de cette histoire sont toutes des sorcières. Alors ça me pose un petit peu problème. Et elles se retrouvent la plupart enfermées dans des caves derrière des grillages parce que justement on ne peut pas leur faire confiance et qu'elles sont potentiellement très dangereuses. Même la mère de Tom, c'est pas clair vraiment, mais il semble que ce soit aussi, enfin c'est certainement une sorcière. Alors il y a une partie assez triste hein, dans ce tome-là, puisque il va y avoir un décès dans la famille de Tom. J'ai trouvé que c'était assez triste. Il se retrouve tout d'un coup quasiment tout seul et ouais, c'est pas évident quoi. C'était assez. J'ai trouvé que c'est ça qui était intéressant, qui a sauvé un peu la fin. J'ai trouvé que c'était assez intéressant d'un point de vue psychologie du personnage de Tom, parce qu'à chaque fois on se demande mais comment est-ce qu'il peut tenir à cet âge-là, et finalement il s'étonne lui-même de ses capacités. Voilà, donc ça c'est ce qui a sauvé un petit peu la lecture, la seconde partie. Je vais voir si je lis la suite ou non. J'essaierai peut-être de lire le 4e, voir ce qu'il en est, parce que là je crois qu'ils vont se rendre à Pendle, et Pendle c'est quand même intéressant. J'aimerais savoir ce qu'il en est de ces sorcières de Pendle. Comment est-ce qu'il exploite le sujet, Joseph Delaney. Ça peut être pas mal. Mais bon, je me mets pas de pression vis-à-vis de cette série. Je le lis quand j'ai envie et que je suis dans la bibliothèque et que je me dis allez, je le prends. Généralement, je le lis en 2 jours. Ça se lit vraiment très très bien. Ce matin, je me suis réveillée un peu tôt et après avoir fini les dernières pages du Secret de l'Épouvanteur, j'ai lu L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami.
aux éditions 10-18 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Donc c'est une petite nouvelle qui est complètement fantastique, complètement farfelue. Je sais pas trop quoi en penser tellement c'est barré. C'est complètement barré. On se demande si on est dans la tête d'un enfant qui fait un rêve ou dans un monde où tout ça serait accepté, dans un monde inquiétant. En fait, c'est ça. Donc l'histoire, rapidement, je vais pas vous en dire plus parce que c'est extrêmement court. C'est l'histoire d'un enfant qui est assez jeune et qui aime les livres, qui quand un sujet lui plaît, est capable de se rendre dans une bibliothèque pour lire des livres sur le sujet. C'est ce qu'il fait. Et il va rentrer dans cette bibliothèque municipale et il va en fait atterrir dans une bibliothèque où il n'y a que des personnages dérangeants. Il n'a qu'une envie, c'est s'enfuir, mais je sais pas pourquoi il ne s'enfuit pas. Il le dit lui-même d'ailleurs, il comprend pas pourquoi. Il est happé par la situation et petit à petit, il descend dans la bibliothèque. Il trouve des livres sur le sujet qui l'intéresse. Enfin, quelqu'un l'aide à trouver des livres sur le sujet qui l'intéresse et on lui dit, bah maintenant que tu les as trouvés, tu es obligé de les lire. Donc tu vas descendre parce qu'en bas, il y a des salles de lecture et il va descendre et il va se retrouver avec un homme mouton. Et un personnage extrêmement effrayant et il va se retrouver prisonnier. Donc je peux pas vous dire plus que cette histoire-là. Il va se retrouver prisonnier de cette bibliothèque, extrêmement inquiet de savoir sa mère et son étourneau tout seul à la maison parce qu'il a un étourneau. Et voilà. Donc on est dans un univers onirique, inquiétant, angoissant et fantastique, avec des illustrations très chouettes. Franchement, les illustrations sont très belles. Je vous en montre quelques-unes. D'une femme qui est allemande et qui s'appelle Kat Menschik. Et voilà, donc ça se lit assez bien. Par contre, je le conseille pas. L'homme mouton, il est quand même particulier, hein. Ça ressemble vraiment à un rêve. Pour moi, on est de l'ordre du rêve. Un rêve qu'on n'ose pas raconter. Voilà. C'est barré, mais si on connaît la plume de Haruki Murakami, moi je connais ce que je vous disais dans mon book haul, c'est que je le connais avec Le Meurtre du Commandeur que j'avais lu il y a 2 ans. Les 2 tomes du Meurtre du Commandeur. Et c'est ça, c'est un univers étrange et inquiétant où il se passe des choses très bizarres que le lecteur subit la plupart du temps, sans vraiment qu'on oblige à comprendre, sans forcément expliquer. Voilà. Donc voilà, faut juste adhérer en fait, et si ça marche, tant mieux. Sur une nouvelle comme ça, c'est très bien d'aller vers une nouvelle comme ça si vous voulez découvrir la plume d'Haruki Murakami. Voilà. Moi, j'en ai d'autres dans ma pile à lire, hein, parce que j'ai acheté le dernier, là, qui sera dans un prochain book haul, son dernier, qui parle de son père. Et j'ai aussi, pour le mois de la fantaisie, je prévois de lire, je crois que c'est pas le mois de la fantaisie, c'est en mai, dans ma palle de l'enfer, j'ai le premier tome de 1Q84. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai commencé à lire Brothers de Lu Hua. Et c'est très très étrange aussi. Bon, j'attends de voir. Pour le moment, je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose. Voilà, c'est un grand bouquin. J'espère que Par contre, ça se lit très bien. J'ai pas de problème de repère alors qu'il y a des noms chinois extrêmement complexes. Mais pour le moment, ça va, ça devrait le faire. J'ai lu les 3 premiers chapitres peut-être, c'est tout. Donc ça va. Je vais l'avancer et je viendrai vous en reparler. En parallèle, j'ai commencé à lire aussi Yokai, quelques passages de Yokai. Et c'est très sympa. Voilà. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
Hello, alors on est jeudi matin, il est genre 8h30, un truc comme ça, 8h, 8h30. Et je voulais vous parler du début. J'ai lu à peu près 300 pages de Brothers de Yu Hua, qui est un roman qui est traduit du chinois et qui est publié dans la collection poche ici, Babel d'Actes Sud. Je vais vous en parler rapidement parce que j'ai lu que le début. C'est long à lire, c'est clair. La bricasse, je pense que ça va me prendre une semaine à le lire, il y a des chances. Je l'ai commencé quand? Hier matin? Je sais plus, non. Lundi, je sais plus. Si, mardi matin, et là on est jeudi, donc j'ai quand même pas mal lu, hein, ouais. En même temps, mardi, j'avais un peu de temps l'après-midi pour lire, et hier aussi, parce que je me suis reposée, j'étais un peu crevée, je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc j'essaie d'écouter mon corps, voilà. Alors j'aime beaucoup, ce que je peux vous dire, c'est que là pour le moment, on suit une famille, et particulièrement deux enfants qui ne sont pas frères mais qui sont deux demi-frères, qui viennent tous les deux de deux familles, c'est une famille recomposée finalement, où les deux parents se sont retrouvés veufs et donc se sont remariés, chacun avait un enfant et donc ils se sont remariés et donc les deux garçons se sont retrouvés demi-frères. Alors, on a deux personnalités vraiment différentes. On s'attarde surtout sur la personnalité de... Comment s'appelle-t-il? Li Guangtu. J'arrive pas. En fait, c'est Li Guang. Non, c'est pas Li, c'est Shi. Non, c'est Li Guangtu. En fait, je le lis, mais je le dis pas à l'oral et du coup, ça rentre pas dans ma tête. Les noms, les prénoms sont quand même assez particuliers. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est dans la période de la révolution culturelle en Chine, assez violente, qui va suite à l'arrivée en fait de Mao, va en fait décloisonner volontairement tous les personnes bourgeoises de la société au niveau inférieur. Et dans ce remariage, le mari, le papa d'un des deux garçons, lui est propriétaire foncier et donc au départ il ne va pas penser être pris d'assaut en fait pour être comment dire, affublé. Vous savez, des cartes pendant cette période là en fait on leur mettait des pancartes au dessus et puis on les traînait dans la rue et en fait pendant les manifestations on disait honte aux propriétaires, enfin vraiment on scandait des choses et on les ridiculisait parce que ils étaient soit propriétaires, soit rentiers, soit en fait en haut de la classe sociale, voilà. Donc le papa qui d'abord va en fait cautionner cette révolution dans un idéal de société plus juste, va se retrouver en fait agressé et il va devoir porter cette pancarte. À ce moment-là, la maman est hospitalisée à Shanghai et donc elle est éloignée de la famille et les deux petits garçons vont se retrouver dans des conditions difficiles puisque le papa il est en fait enfermé dans une prison et les deux petits garçons se retrouvent tout seuls et c'est compliqué quoi. Et donc du coup ça les rapproche énormément. Faut savoir qu'ils ont à cet âge-là à peu près 7 ans, donc ils sont vraiment tout petits. Je crois que le plus grand, l'aîné, comment il s'appelle, Son Gang, lui, il a 1 an de plus, il doit avoir 8 ans. Il est beaucoup plus réservé que les Guangtu, qui est plus extraverti, qui a déjà une libido. Il dit, j'ai déjà une libido. En fait, c'est marrant parce que on s'en retranscrit leurs paroles. Ils savent pas de quoi ils parlent, donc ils sont en train de découvrir la vie. Et lui, il découvre son sexe et puis il se frotte contre des... Enfin bon, c'est vraiment particulier, mais... à cette époque-là, en fait, on est dans les années 1966-67. À cette époque-là, le sexe est quelque chose de très privé. Donc, lui, en fait, montre ça devant tout le monde. Et donc, tout le monde se moque de lui. Donc, il est moqué, tout ça. Donc, lui, je vous dis, il est vraiment plus extraverti. Et tous les deux, en fait, ils ont deux personnalités très différentes. Et ils vont se retrouver dans cette histoire de vie dramatique où ils vont perdre leur père.
Et donc, en fait, on suit déjà, dans cette première partie où j'en suis là, on suit toute cette enfance-là. Et puis ensuite, ils vont être séparés. Et j'en suis à ce passage-là, en fait, à la suite du décès du papa de son gang. Il va retourner vivre près de son grand-père qui est en fait un peu éloigné de la ville dans laquelle habite la maman et Lee Gwangtu. Lilan, elle s'appelle, sa maman. Et voilà, donc pour le moment, c'est une histoire de vie. Il y a, en fait, ce qui me plaît, c'est que c'est très bien écrit. C'est un point de vue très extérieur à l'histoire, avec beaucoup d'humour, beaucoup de descriptions des personnages forts, des personnages importants dans la ville. Chaque personnage est associé à son métier, à sa valeur. On parle de la révolution culturelle beaucoup, donc c'est très intéressant. Moi qui justement cherchais des récits pour comprendre l'histoire des différents pays d'Asie, là je trouve ça super intéressant sur la révolution culturelle. La violence, je pensais pas en fait, je ne connaissais pas bien, enfin j'ai dû en entendre parler mais pas autant. Et du coup, j'apprends ce qu'il en est là où la volonté de bien faire se transforme en cauchemar, quoi, en cauchemar pour ses enfants. Du coup, je me rendais pas compte et c'est dit en plus d'une certaine violence parce que c'est vu un peu à travers le regard de ces enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils voient d'abord une effervescence, puis ensuite ils voient des choses atroces, ils voient des gens morts dans la rue. Il y a un autre moment, il y a une histoire aussi, Lee Gwangtu, il va se retrouver seul après le départ de son gang. Et donc il va se rapprocher d'un petit garçon qui au départ le martyrisait. Mais en fait, ce petit garçon va se rapprocher de lui parce que son père a subi le même sort que le père de Lee Gwangtu. Il a aussi été affublé d'une pancarte et traîné dans la rue. Et du coup, ce garçon, Sun Wei, qui est un garçon qui est beaucoup plus âgé que lui, je dirais qu'il a 13 ou 14 ans, il s'admire parce qu'il a une très belle chevelure, comme ça, superbe. Et en fait, les gardes rouges vont se jeter sur lui pour le tondre en fait, pour tondre ce gamin. Il va se défendre et en fait la tondeuse va lui couper la jugulaire et l'artère et il va mourir en fait dans la rue comme ça. Son père va devenir complètement fou et va taper en fait, il va se rebeller alors qu'il était dans une phase où, si vous voulez, ces personnes-là qui étaient affublées de pancartes, de baisser la tête en fait. Et là il va se relever, il va de tristesse, il va taper tout le monde et du coup il va subir une fin de vie atroce. Sa mère va devenir folle. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des parcours de vie terribles en fait, terribles. Et c'est écrit. Alors on la voit, la violence, hein, c'est vraiment très violent, mais c'est écrit d'une façon qu'on est emporté dans cette histoire, on a envie de savoir la suite. J'aime beaucoup, c'est je suis dedans quoi, donc je suis dedans dans cette épopée, dans cette vie. J'ai envie de savoir ce qui va se passer pour ces personnes. Surtout que ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais vous dire, j'y ai pensé, c'est que dès le début de l'histoire, en fait dès le début de l'histoire, on connaît Lee Gwangtu quand il a 13-14 ans. Et on sait déjà qu'il va devenir, il va aller, on sait qu'il va avoir un parcours hors du commun, qu'il va devenir peut-être intelligent, du moins riche. Et on sait aussi que son père va mourir, on sait que sa mère va mourir aussi bientôt. Donc en fait, on sait les choses. Et ensuite, on revient et on nous les raconte. Et ce récit, c'est pour ça que je vous spoil pas quand je vous raconte, c'est-à-dire que ce récit, c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont il nous raconte, quoi. Il rentre dans les petits détails. Il rentre dans les détails, quoi. Il rentre dans les détails, la moindre odeur, le moindre toucher, la sensation de faim. Je sais pas, moi, il y a plein de choses comme ça. Puis en même temps, il y a un côté marrant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu pipi caca. Il y a un côté un peu pipi caca parce que c'est une histoire de gamin et c'est vraiment marrant. Puis voilà. Histoire de voyeurisme des jeunes garçons sur les filles, c'était rigolo quoi. Donc en fait on navigue d'un côté et de l'autre et on se laisse emporter. Enfin pour le moment ça me plaît beaucoup. Oh, j'en ai parlé longtemps. Hein. Bon, de toute façon je viendrai vous dire si ça me plaît par la suite.
et puis vous parler d'autres choses parce que ce matin j'ai lu un graphique mais je l'ai pas avec moi, donc je vais venir vous en reparler un peu plus tard, rapidement. Et puis je vais lire d'autres graphiques, je pense, ce week-end. Hello, alors on est lundi 21 mars, je dois faire mon point sur la semaine à 1000, donc je vais prendre mon petit cahier, mes petites notes, je fais mon petit récap et ensuite je vous dis si j'ai réussi ou non le challenge et ensuite je vous parle un petit peu de mes dernières lectures. Je ris parce que je suis à 1008 pages. Ouf. Alors, donc j'ai fait le point. Donc le secret de l'épouvanteur dont je suis venue vous parler, je pense. Donc celui-ci, j'ai lu 158 pages. Le terrier du trésor maudit que je suis en train de lire aux garçons, on en a lu un petit peu, on a lu 69 pages. Là c'était un peu, comme il y a eu Week-end Famille, on n'a pas trop lu. Hier soir je l'aurais lu un peu quand même. Donc c'était pas mal. Alors le portrait de Dorian Gray, c'est là où c'est pas évident parce que c'est un livre audio. Et donc j'ai dû faire des pourcentages. Et donc j'ai lu 99 pages. À peu près quoi, je dirais. En fait j'en ai lu un peu plus, mais comme c'est pas précis, je dirais une centaine de pages quoi, on va dire. Hein.
Ensuite, sur Brothers, alors j'ai lu 558 pages. Je me suis endormie dessus hier soir, en plein milieu d'un chapitre. Mais j'ai noté cette page-là. Je ne sais même pas si j'en suis là ou non, mais j'en suis là en tout cas. Bref, 558 pages de Brothers. Et j'ai également lu L'étrange bibliothèque dont je suis venue vous parler, 73 pages. Et j'ai fini hier soir Yokai. Donc c'est ce livre où il y a quand même un peu de lecture dedans, hein. C'est des contes en fait à propos des différents yokai japonais. C'était vraiment super chouette. Moi, je vais venir vous en parler juste après. Donc là, il y a 51 pages. Voilà. Donc on arrive à un total de 1008 pages. Et voilà, encore une semaine à 1000 réussie, mais alors de justesse. J'ai pas noté, bien entendu, les mangas et les BD que j'ai lus, parce que je trouve que c'est pas du tout le même rythme de lecture, mais c'est ce que je fais moi. Vous pouvez bien entendu faire ce que vous voulez, parce que je crois que d'ailleurs le petit pingouin vert, elle préconise à l'inverse de noter les mangas et les BD et de ne pas noter les livres audio. Ah, donc chacun le fait en fait comme il veut, hein. Moi c'est pas ce que je fais, mais c'est tout simplement. Bien entendu, c'est juste un choix de ma part. Alors, donc je vais juste pour clore, il faut quand même que je clôt ce vlog. Je vais boire un petit peu de thé et j'arrive. Je bois un thé à l'hibiscus, c'est pas génial. C'est pas ce que je préfère. Je trouve que c'est un goût de poussière bizarre. Bref, je sais même pas de quelle marque c'est. C'est quelque chose qu'on m'a offert. C'est pas ce que je préfère. C'est pas grave. Donc, je ne vais pas forcément vous parler en détail des livres que je n'ai pas terminés. Je trouve que c'est pas le mieux. J'aime beaucoup Brothers. C'est vraiment une épopée, une chronique de ces deux. Alors là, pour le moment, ils sont encore jeunes. Ils ont à peu près la vingtaine, donc ils sont en pleine force de l'âge. Je sais pas jusqu'où on va aller. J'aimerais, voilà, je vais continuer avec plaisir et ça va m'accompagner en ce début de semaine. Il me reste quand même quasiment la moitié à lire, donc là ce week-end j'ai pas pu trop lire ce que je vous disais. En plus il y avait mes parents, samedi j'ai quasiment pas lu parce qu'on a fait pas mal d'allers-retours. Le soir c'était une soirée en famille et hier j'ai lu un petit peu mais pas énormément parce que j'ai profité quand même de mes parents. Mais j'aime beaucoup et je viendrai vous en parler je pense dans un prochain vlog dont je vous parle juste après. Ensuite en livre, donc j'ai lu ce yokai là. Yokai, le monde étrange des monstres japonais, c'est de Fleur d'Auger et Sandrine Thomen chez Édition Actes Sud Junior. C'est un livre qui a été offert à mes enfants il y a plusieurs années et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Et dans le cadre de l'année asiatique, c'était vraiment parfait pour commencer à connaître un petit peu la façon dont les contes, ces monstres sont d'où ils viennent, ce qu'ils représentent. J'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, il est vraiment très très bien fait ce livre. Souvent, ça représente des défauts chez les gens et ça les met en exergue, ça les met en... Voilà, ça ressemble en fait aux défauts à outrance et donc du coup c'est pour le personnifier et justement certainement pour en raconter des histoires aux enfants dans un objectif certainement de morale. Mais je trouve que c'est intéressant. J'aime beaucoup la façon dont on explique que les Pokémon sont en fait représentés à partir souvent de yokai. J'ai trouvé ça super chouette. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la structure de la chose, c'est-à-dire qu'on nous explique. J'aime beaucoup. Donc, on a le nom, on a l'idéogramme, on a rapidement ce qu'il représente. Par exemple, le kitsune, rusé comme un renard, dit-on en Occident. Au Japon, ce bel animal peut devenir un être surnaturel. Donc, en fait, ça explique un petit peu concrètement ce qui se passe en Asie pour ces personnages. Donc les dessins sont franchement très beaux. Donc là on nous raconte un petit peu d'où ça vient, pourquoi il existe, depuis quand, est-ce que c'est un yokai qui est récent ou non. Et ensuite on a des histoires. Donc là par exemple c'est une histoire, le renard incendiaire. Et puis après là on a toute une histoire. Donc c'est un conte, un mini-conte qu'on nous raconte autour du yokai et le kitsune. Et c'est toujours très chouette. J'ai beaucoup aimé le tanuki. Tanuki qu'on connaît, enfin moi que je connaissais avec l'animé de, comment il s'appelle, hein, des studios Ghibli.
Oui, j'avais complètement oublié que c'était donc ces testicules qui lui permettent en fait de se transformer, ça l'aide au quotidien. C'est plutôt marrant. Celui-ci, ah franchement, c'est très humoristique. Le kappa, là, vous voyez, hein, qu'on peut éloigner à l'aide de nos pets. C'est une bonne façon de l'éloigner. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a des solutions pour se préserver, en fait, des effets néfastes des yokai. C'est franchement très, très marrant. C'est très intéressant d'un point de vue culturel. Je trouve que finalement, c'est un monde qui vit beaucoup dans l'imaginaire et dans des figures qui sont assez inquiétantes, mais finalement, qui rassemblent. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Il y avait aussi, il nous explique que certains yokai ont disparu et d'autres sont arrivés plus récemment. Par exemple, le Futakoshi Onna, c'est un yokai assez récent, voilà. Yokai du passé, yokai du présent. Donc le lécheur d'huile, par exemple, celui-ci est en train de disparaître parce que forcément, on a de moins en moins de lampes à huile. Donc celui-ci, il disparaît peu à peu. En revanche, celui-ci, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Qui fait peur, c'est le Kushizake Onna, qui... Elle explique, voilà, qui incarne l'anxiété des enfants devant l'obsession des parents et des professeurs pour les bonnes notes. Et c'est un yokai en fait qui ressemble vraiment à une jeune femme très 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 jolie qui porte un masque. Et finalement, quand elle enlève, elle demande est-ce que je suis jolie? Et généralement, les gens répondent oui. Et si on répond oui, elle enlève son masque et elle a des dents terrifiantes qui vont de là jusqu'à là avec des dents acérées et elle est capable de vous manger. Mais la solution, c'est d'avoir des bonbons avec vous. Si vous lui donnez des bonbons, elle sera occupée à les manger. Finalement, vous aurez le temps de vous échapper. Donc, c'est une bonne solution. Vous voyez, ce genre de choses, c'est quand même assez chouette, je trouve. Et j'ai trouvé que les dessins étaient très 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 bien. Ouais, enfin vraiment, je vous invite à le faire lire à vos enfants, à le lire à vos enfants, et le lire vous-même aussi parce que je trouve ça vraiment passionnant. Donc une belle parution. Voilà, et puis je vais terminer en vous parlant des quelques mangas et BD que j'ai lus. Alors, j'ai relu le tome 1 des Enfants de la Baleine de Abi Umeda chez Glénat Édition. Donc le premier tome, je l'avais, mais en fait, comme j'ai acheté le second, j'ai relu le premier parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Et j'ai beaucoup aimé le relire. J'ai trouvé... Je sais pas trop comment vous expliquer l'histoire. Donc en fait, on est dans un monde complètement post-apocalyptique où il y a que du sable qui recouvre le monde. En tout cas, là où on est, il n'y a que du sable, des mers de sable. Et vous ne pouvez pas, bien entendu, marcher sur ce sable parce que sinon vous êtes absorbé dans le sable, donc vous mourrez. Il y a des îles qui sortent, vous voyez un petit peu comme sur la couverture là. Donc là, ce personnage tient une île. Donc là, c'est l'île de la baleine. Et donc, sur cette île, certaines personnes vivent et là où on est, sur l'île de la baleine, les personnages vivent de façon plutôt agréable. Ils ont réussi, en fait, à trouver des habitudes. Alors, il y a des personnages différents. Il y a des personnages doués de magie et d'autres non. Certaines sont... comment on dit? Certaines sont marquées. Je vais essayer de retrouver pour pas me tromper. Donc, il y a différentes sortes de pouvoirs. Donc, ça s'appelle le Seimia. C'est un pouvoir proche de la psychokinésie qui est employé par les marqués de la baleine de la glaise. Donc, ça s'appelle la baleine de la glaise, l'île. Voilà, donc en fait, ça vous permet en fait de déplacer des objets. Et par exemple, ils déplacent leur bateau sur le sable à l'aide de la sémia et ils peuvent du coup se déplacer. Et là, au moment où on va arriver, il va y avoir une autre île qui va sortir devant eux. Donc ils vont aller là-bas pour essayer de voir s'il y a des choses qu'ils peuvent récupérer et ramener sur leur île pour pouvoir manger et nourrir tout le monde. Et quand on utilise le sémia, ben on a des volutes qui apparaissent sur notre corps, au-dessus du corps, tout ça. Ça s'appelle l'aura. Et l'envergure est proportionnelle à la puissance de leur utilisateur. Donc nous, en fait, on va suivre des personnages
Donc dans ce monde, il y a des personnes, il y a des jeunes en fait qui ne peuvent pas forcément vieillir longtemps, ils vont mourir assez rapidement. Et il y a ceux qui sont en fait, qui peuvent vivre plus longtemps, et eux, en fait, ils sont là pour préserver cette île. On sent rapidement que ceux qui vont vivre longtemps, ils savent des choses que les autres ne savent pas. Il y a une certaine tension comme ça. Et nous, on va suivre plusieurs personnages, notamment ce jeune homme là, Shakuro. Son personnage, il est vraiment top. C'est un jeune homme qui est scribe en fait. Il a on dit une grapho. En fait, il écrit tout le temps. Comment on dit, une graphite aiguë, je ne sais pas. En tout cas, il écrit tout le temps sur tout. Et donc, du coup, c'est le scribe. Et il faut qu'il arrive peu à peu à se détacher et ne pas dire ce qu'il pense, mais vraiment relater l'histoire de l'île. Et il arrive à toucher tout le monde avec ses mots. Donc, on sent que c'est vraiment une passion et quelque chose qu'il exerce vraiment. Donc, Shakuro, lui, il est très motivé. Il est amoureux d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, elle est vraiment trop choupinou. Ouais, tous les deux. Sami. C'est tous les deux, là. Vous voyez, ils sont trop mignons. Shakuro. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé que vraiment, même les hommes dans ce livre ont vraiment des traits très, très féminins. Moi, j'avais beaucoup de mal à différencier. C'est pas très grave, mais faut le savoir. Moi, je savais pas trop, du coup, qui était qui. Cette jeune fille, son frère, son grand frère, est destiné à devenir le chef de l'île. Vous voyez, donc là, ça, c'est l'île. C'est l'île qu'ils découvrent, en fait. La baleine qui ressemble à la baleine de la Glaise. Et donc, sur cette île qu'ils vont découvrir, Shakuro va découvrir une jeune fille comme ça qui ne semble pas avoir aucun sentiment, aucune sensation, qui est complètement atone. Et ils vont la ramener sur l'île et petit à petit, elle va les mettre en garde contre certaines choses. Et donc, il y a beaucoup d'aventures. Il va y avoir... bon, voilà, bref, je vais pas trop vous raconter. Mais en tout cas, dans le tome 2, c'est tout aussi bien. J'ai beaucoup aimé les dessins. Alors, les dessins sont vraiment, je trouve, très très beaux. Il y a beaucoup plus de combats. J'aime beaucoup le trait de crayon. Je le trouve très doux et en même temps précis pour un univers vraiment à part. Voilà, la personne qui a inventé cet univers-là, c'est vraiment superbe. Et en plus, on sent qu'il va y avoir d'autres choses après. Alors, c'est une grande saga, hein, si mes souvenirs sont bons. Et j'aime beaucoup la façon dont Abu Oumeda, à la fin du premier tome, nous explique que finalement, elle a rien inventé. Alors, c'est complètement faux. J'ai rien inventé. En fait, elle a trouvé un jour un manuscrit. Et en fait, c'est le manuscrit de Shakuro qu'elle aurait trouvé, qui relate l'histoire de cette île un petit peu particulière. Et elle ne fait que retranscrire et adapter avec des images. Ce qui est faux. C'est très marrant la façon dont elle transmet l'histoire de sa propre histoire. J'ai beaucoup aimé ça, donc je vous le conseille. Nous, on va lire la suite. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 3 de Terrarium, et d'ailleurs, je me suis procuré le tome 4 que je vais lire bientôt, parce que je crois que le tome 4 clôt la saga. Donc là, on va apprendre beaucoup sur Chico, parce que donc c'est ce duo, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce duo de cette jeune fille qui s'appelle Chico. Oui, c'est ça. Et son petit frère, c'est ce robot, en fait. C'est cet enfant, en fait, vous allez le voir là, cet enfant qui est là, qui était vraiment à l'agonie. En fait, elle a transféré son âme et ses pensées dans un robot, et donc il s'appelle Pino, et on va comprendre que d'ailleurs là, c'est vraiment expliqué, on va vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils recherchent leur mère, enfin, parce que c'était pas très clair. Et ce qu'elle a pu faire, qui elle est, on la voit dans ces images. On la voit, je vous dis pas sous quelle forme, mais on la voit, on comprend qui elle était. Et ça continue dans cette recherche. Là, ça avance beaucoup plus. Là où j'ai trouvé que, si vous voulez, le tome 1 et le tome 2 étaient très... on rentrait vraiment dans l'atmosphère de science-fiction. Et on savait pas trop à qui on avait affaire, ce qu'il faisait, pourquoi, comment. Là... Dans le tome 3, on comprend. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les différents commentaires, le tome 4, justement, raccourcit et condense toutes les informations qu'on veut comprendre, et que, du coup, c'est un peu rapide. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense de la totalité de cette saga. Mais j'ai beaucoup aimé le 3e tome, là où le 1 et le 2... Alors, le 1 m'avait bien plu, vraiment. Le second tome, je me disais, mais où est-ce qu'on nous embarque? C'est bizarre, ce faux rythme. Là, j'ai trouvé que, du coup, là, oui, on avait des infos. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand on finit les sagas. Donc, j'ai envie de savoir la suite.
Et donc j'ai lu cette BD, La mer verticale, de Brian Frecci et Ilara Urbaniti, qui est publiée chez Dargaud. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous regarde juste quand est-ce que c'est sorti. C'est sorti en 2022 chez Dargaud Benelux. Première édition. Mais c'est italien. Et c'est sorti en 2020 en Italie. Je pense que c'est ça en fait. Voilà. Alors, on va suivre l'histoire de India, cette jeune femme qui est institutrice et qui souffre de crises d'anxiété, qui lui donne de la tachycardie, qui lui... en fait, on la voit qui plonge dans des images qui l'absorbent complètement. Elle perd pied complètement. Et tous les gens autour d'elle ne comprennent pas pourquoi elle est comme ça. Comme elle est institutrice, elle va faire à un moment une crise d'anxiété dans sa classe. Les parents vont du coup complètement rejeter le fait que cette maîtresse soit capable d'enseigner, alors que India est une maîtresse formidable. Elle va essayer d'expliquer à ses élèves, parce qu'elle raconte des histoires, par le biais d'une histoire, elle va leur expliquer qui elle est, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et là où ce travail avec ses élèves peut va en choquer certains, finalement, les élèves, eux, ils vont là où les parents vont vouloir en fait l'exclure. Les élèves, en fait, vont avancer avec elle et elle va réussir à trouver des solutions. Alors, on la voit chez le psy, on la voit dans l'histoire qu'elle raconte, on la voit au quotidien avec l'homme qu'elle aime. On la voit, en fait, pendant ses crises d'angoisse, ce qu'elle peut ressentir. J'ai trouvé que c'était très bien retranscrit. L'image est vraiment très, très, très belle. Même si elle est simplissime, vous voyez, j'ai adoré ces planches-là où elle est chez le psy. Le psy lui parle et on voit ses réactions. Et c'est une jeune femme très belle, mais qui en fait ne doute pas forcément d'elle-même, mais qui subit ces crises d'angoisse et qui veut essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Et donc c'est vraiment son chemin avec cette maladie qui la terrifie complètement au départ, mais avec laquelle elle va décider de construire quelque chose. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était bien fait, intelligemment fait, les dessins sont magnifiques et voilà quoi, je peux que vous la conseiller. Les crises d'angoisse, on peut, enfin je veux dire on est nombreux, moi je suis pas allée jusqu'à faire des crises d'angoisse, mais si quand j'étais adolescente j'en ai fait, voilà, de plus d'avoir des difficultés pour respirer, d'avoir des nausées, des choses comme ça. J'en ai fait, enfin moi je suis quelqu'un de particulièrement angoissé, donc son parcours m'a vraiment parlé, chacun à son niveau. Donc si vous souffrez de ça, je peux que vous le conseiller à plus ou moins grande ampleur. Ce livre vous aidera vraiment, je pense, à réfléchir à ça et à voir comment vivre avec, tout simplement. Voilà, donc vraiment, je pense que vraiment je vais mettre 5 sur 5 parce que je trouve que le sujet, j'ai tout aimé, vraiment. Alors j'ai pas eu d'émotion forte, ça m'a vraiment parlé, ça m'a touchée, donc vraiment une très belle lecture que je vous conseille. Voilà. Donc voilà, cet avis lecture dernier sur cette BD va clore cette vidéo semaine à 1000. Tout juste réussi. Je vais juste vous dire une chose, c'est que j'ai créé un compte Discord, je l'ai mis sur mon groupe Facebook. Je vous mets en dessous le lien vers mon groupe Facebook, je vous mets en dessous le lien vers mon compte Discord et le forum qui nous permet de papoter. Je vais créer bientôt sur ce compte Discord un fil de discussion parce que je vais organiser ce week-end un week-end. Alors pour le moment ça s'appelle week-end à 1000, mais ça va pas s'appeler forcément week-end à 1000 parce que on m'a fait la remarque que certaines en fait veulent se challenger, mais que 1000 c'est beaucoup trop. Donc je vais essayer de trouver un autre titre. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis voilà, ce que je voudrais c'est mettre des paliers, par exemple 500, 750 et 1000. Je pense que c'est bien. Donc je me disais peut-être effeuiller, le terme d'effeuiller me plaisait bien. Je veux dire, je sais pas comment je vais faire. Bref, je réfléchis, voir si je trouve quelque chose.
Et puis voilà, donc là-bas, j'organiserai également, je pense, des challenges littéraires du genre 7 jours, 7 livres, des ridatons, j'essaierai de faire ça. Et aussi donc des week-ends ou des semaines à 1000, on va voir. Les semaines à 1000, j'aime bien celle de participer à celle du petit pingouin vert. Mais c'est vrai que des ridatons, tout ça, j'ai pas forcément les liens pour participer à certains. Et c'est vrai que moi, mon emploi du temps me permet d'en faire à certains moments. Donc si mon emploi du temps convient avec le vôtre, bah, vous pouvez participer et on peut faire ça ensemble et en parler. Peut-être faire des petits lives pendant les challenges. Je vais voir comment ça va se passer, mais en tout cas, je suis très contente de mettre ça en place. J'espère que vous nous rejoindrez, que vous serez nombreux et nombreuses. Et puis, je vous souhaite à nouveau une bonne semaine de lecture. Moi, je vais pas commencer un vlog là. Je vais commencer un vlog à partir de mercredi, je pense. Et puis je ferai un vlog pour le week-end à 1000. Mais je vais faire un mini vlog. Je vais essayer de faire des vlogs un peu plus courts, hein, parce que je sais que c'est un peu long. Voilà, donc je vous laisse là. J'ai fait plein de belles lectures encore, donc c'est cool. Je continue Brothers, et puis je reviendrai vous en parler dans le prochain vlog. Je vais finir mon thé qui est encore chaud. Et je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite une très belle semaine.